Donc, je vais vous présenter ce que j'ai fait pendant mon stage sur le sujet à la fois de l'analyse de malware pour Windows et assisté par le machine learning, euh, donc dans l'équipe CIDRE encadrée par Pierre-François, Youfei et Valérie. Donc, vite fait, petit rappel, ce que c'est qu'un malware, donc sous Windows, c'est un exécutable ou plusieurs exécutables qui contiennent du code malicieux. Peut-être, ça peut être tous les fichiers ou seulement quelques fichiers. Et la partie exécutable qui nous intéresse, c'est la payload, c'est-à-dire ce qui est effectuer des actions que l'on va qualifier de malveillantes. Et donc, une fois qu'il s'exécute sur une machine, on va voir l'effet de ces actions. Et donc, le but de l'analyse de malware, c'est déjà de déterminer quels sont ces exécutables qui contiennent des actions malveillantes, mais aussi pouvoir les classer en famille selon le type d'action qu'ils entreprennent. Il y a deux grandes familles d'analyse d'analyse de malware. La première, c'est l'analyse statique qui est utilisée dans la plupart des antivirus assistée par signature. L'idée de l'analyse statique, c'est que l'on va regarder le contenu directement de ces fichiers, en fait la séquence d'opcode contenue dans les exécutables, et de ces séquences, on va extraire des sous-séquences, des fenêtres, et plus précisément des features, des patterns intéressants euh, précalculés. Donc on va extraire des features de cette séquence opcode. Et ces features, on va ensuite les comparer avec une base de données de signature, c'est-à-dire des features caractéristiques de certains malwares. Exemple, un virus qui réplique son code. Et donc, si on voit une comparaison, on en déduit que, en effet, dans cette séquence qu'on a analysée, on a bien un malware. Le problème de l'analyse statique, c'est que c'est très susceptible à des techniques d'évasion, plus précisément, en particulier au polymorphisme de code, c'est-à-dire qu'on peut camoufler par exemple la payload dans les opcodes. Donc, une autre technique d'analyse assez répandue qui évite ce problème, c'est l'analyse dynamique. L'idée de l'analyse dynamique, c'est on va vouloir exécuter ces fichiers, mais dans un environnement contrôlé. Et donc, lors de leur exécution, ils vont faire ce qu'ils font, que ce soit bénin ou malveillant. Et avec un système d'instrumentation adéquat, nous allons en extraire, lors de cette exécution, une séquence d'appels système, ce qui caractérise parfaitement tout ce qui s'est passé lors de l'exécution. Et donc, s'il y a eu des actions malveillantes, on le verra là-dedans, ce sera caractérisé là-dedans. Le désavantage, c'est que c'est aussi susceptible à certaines techniques d'évasion, parfois même non volontaires. Donc pourquoi est-ce que nous on veut amener du machine learning dans tout ça? Donc on va se retrouver avec une grande quantité de séquences d'appels système et pendant la phase d'entraînement, on va décider tester plein d'architectures de modèles d'IA et on va pouvoir en déduire un modèle qui est conçu pour la détection ou pour la prédiction, pour la classification. L'intérêt du machine learning, c'est que l'on espère que ça va pouvoir trouver des patterns plus complexes que certains experts pourraient rater lors de leur analyse du code. Et donc ensuite, pendant la phase d'inférence, on peut utiliser ce modèle comme un vrai prédicteur qui pourra ensuite nous dire si un exécutable, d'après ce qu'il a appris, ça ressemble à un malware ou non. Et même, ça peut aller jusqu'à nous dire quelles seront ses actions, donc nous prédire la famille du malware. Donc pour être clair, l'objectif c'est de créer en fait simplement un détecteur de malware ou un classificateur, mais qui arrive à détecter ou à classifier le plus de malware évasif possible. Pour ça, donc, on évite l'analyse statique pour éviter les problèmes de polymorphisme de code, d'offuscation de code. Ensuite, pour l'analyse dynamique, les seuls trucs qui permettent d'éviter d'être évasif lors d'une analyse dynamique, c'est de détecter notre environnement, que le malware détecte son environnement et décide de pas s'exécuter. Donc, on veut un environnement aussi réaliste que possible pour l'exécution. Et enfin, on va utiliser le deep learning pour, à partir de tout ce qu'on aura récolté, pouvoir repérer le plus de malware possible en voyant des patterns encore plus qui peuvent être cachés, pas visibles, pas détectés par des experts.
Donc je vais d'abord vous décrire le système d'instrumentation que nous avons mis en place pour notre étude. Ensuite, je parlerai du modèle de classifieur qu'on a créé pendant mon stage. Et je parlerai ensuite de mes contributions et des travaux qui vont venir par la suite. Donc, pour notre instrumentation, on veut donc faire une analyse dynamique de malware ou d'exécutable Windows. Pour ça, donc, il nous faut un environnement que l'on va contrôler. Et en particulier, vu qu'on cherche à détecter le plus de malware évasive possible, on a besoin d'un environnement qui soit aussi réaliste que possible. Ça veut dire, par exemple, idéalement, un malware pourrait détecter la présence d'un environnement virtuel avec des variables. Donc, on va faire en sorte que ces variables ne puissent pas donner d'indices. Ça peut être tout simplement des interactions clavier-souris qui sont un peu étranges, telles qu'une souris qui se téléporte. Plein de petits détails donc qu'on va prendre en compte pour rendre cet environnement réaliste et que le malware ne détecte pas cet environnement. Ensuite, il nous faut également, justement, je parlais de ça, générer une activité. Pourquoi? Nous sommes sous Windows. Si nous étions sur notre plateforme, telle que Linux, nous pourrions simplement faire utiliser un logiciel de fuzzing par terminal, et ça marcherait très bien. Seulement, sous Windows, il n'y a pas beaucoup de logiciels qui s'utilisent comme ça. Donc il y a une interface graphique à la place, et il faut qu'on l'utilise, de manière à être sûr de déclencher un malware. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va créer un générateur d'activité qui va envoyer des instructions à travers le clavier et la souris. Et enfin, pendant l'exécution, on va utiliser un outil de monitoring qui va, au fur et à mesure que l'exécutable attesté s'exécute, récupérer tous les appels système et les mettre dans un fichier de log que l'on va récupérer. Donc, comme environnement, nous avons utilisé MOM. MOM, ça veut dire malware-o-matic, qui se trouve au LHS. L'idée de MOM, c'est qu'elle va permettre elle nous donne un environnement contrôlé, très réaliste, car en fait, l'environnement contrôlé en question, ce sont de vraies machines. Donc l'idée, c'est qu'on va envoyer à MOM notre paramètre d'expérience, à savoir une image d'OS à restaurer, enfin à utiliser, ainsi que les malwares à tester, et quelques autres paramètres. MOM va donc commencer à restaurer sur une machine de son choix l'image qu'on a demandé. Ensuite, elle enverra le malware, l'exécutable à tester. L'expérience tournera avec notre outil d'activité et notre système de monitoring. Et à la fin, MOM collecte le fichier de log qui nous intéresse et éteint l'ordinateur et le redémarre pour la prochaine expérience. Donc moi, ce que j'ai fait pendant tout ça, c'était déjà créer notre image réaliste, en installant pas mal de logiciels dessus. Et ensuite, pas mal d'expériences à mettre en place et quelques features à rajouter à MOM. Ensuite, DRStrace, c'est l'outil que nous avons choisi pour faire le monitoring. Donc, l'idée, c'est que pour analyser ce qui se passe lors de l'exécution, nous choisissons la séquence d'appel système. Pourquoi? C'est parce que c'est ce qui est finalement le plus proche du système. Tout programme Windows passe par ça pour faire les choses les plus basiques ou les plus complexes. Tout passe par là. DRStrace est un logiciel donc, qui fonctionne en modifiant les Dynamic Link Libraries. C'est ce qui permet qui contient tous les appels système disponibles. Donc DRStrace va fonctionner en éditant justement le contenu de ces librairies de liens dynamiques, en rajoutant en fait juste avant les instructions de retour, une instruction pour écrire dans un fichier de log le nom de l'appel système concerné, celui dans lequel il sera écrit, et les arguments et valeurs de retour éventuelles. Vous obtenir en gros toutes les informations sur cet appel qui a été effectué. Ainsi, après, lorsque l'exécutable tourne et fait ses appels à la librairie, à chaque fois qu'il fera un appel, ce sera écrit automatiquement dans le fichier de log qu'on récupère à la fin. Donc ce que j'ai fait, c'était pas mal un certain état de l'art sur les outils de monitoring sous Windows qui sont très rares et très souvent abandonnés. Et ensuite, on a eu quelques problèmes de compatibilité à résoudre. Et donc enfin, le dernier élément nécessaire pour notre système d'instrumentation, c'était le générateur d'activité. Parce qu'encore une fois, sous Windows, il nous faut un système de fuzzing. Il faut qu'on puisse déclencher les actions, idéalement du malware, donc la payload. Mais on est sous Windows, donc on ne peut pas simplement faire par terminal, il nous faut faire par interface graphique. Pour ça, on ne peut pas faire juste des actions aléatoires. Parce que en graphique, on pourrait perdre le focus sur la fenêtre, on pourrait fermer la fenêtre, on pourrait faire des tas de trucs qui ne nous intéressent pas. Donc il faut que les actions générées soient en plus assez logiques.
Et accessoirement, si on veut tester des centaines, des milliers d'exécutables, on va pas s'amuser à les programmer un par un. Donc il faut que ce soit programmable très rapidement. Et qu'ensuite on puisse faire des tas de tests dessus et répandre nos paramètres, les données qu'on a connectées sur les tests pour les utiliser sur MOM. Donc après un certain état de l'art de tous ces outils, à la fois de fuzzing et d'interaction graphique, on a vu qu'il n'y avait aucun qui faisait les deux en même temps bien. Donc on a créé un outil qui s'appelle GUI Mimic. Alors l'idée de GUI Mimic, c'est qu'on va s'enregistrer en train d'utiliser un logiciel, mais pas dans son intégralité. On va enregistrer des actions élémentaires pour ce logiciel. Exemple, ça peut être sur Notepad, je vais démarrer Notepad, c'en est une. Je vais taper du texte, c'en est une autre. Sauvegarder un fichier, encore une. On enregistre ce genre d'action. À partir de là, eh bien, on va pouvoir modifier ces actions. Ce sont des séquences d'événements et donc pouvoir ajouter d'autres événements, en enlever, modifier des paramètres des événements, genre la durée. Et une fois que c'est fait, on va créer ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire des règles sur qu'est-ce qui est logique pour enchaîner les séquences. Par exemple, on ne va pas enregistrer un fichier avant d'avoir démarré l'application. Et donc, une fois que c'est fait, on peut simplement demander au logiciel de rejouer un scénario aléatoire qui donc prendra une suite de règles aléatoires et qui sélectionnera des séquences aléatoires qui correspondent à cette suite de règles. Et à la fin, on peut collecter la séquence qu'il a jouée exactement dans un but de reproductibilité. De plus, on veut que ce soit très réaliste parce que, encore une fois, si par exemple on avait juste une souris qui se téléporte, un malware pourrait le détecter et ne pas se déclencher. Donc il faut que ce soit très réaliste, en fait, il faut que on ait presque l'impression que ce soit un utilisateur humain. Donc pour ça, on utilise une représentation abstraite des événements. Exemple, lorsqu'on va cliquer dans un endroit avec la souris, de manière atomique, c'est représenté par une suite de mouvements de souris infinitésimaux, un appui et un relâchement de souris. En pratique, on retient juste un seul événement abstrait, mouse click, qui représente tout ça, toute cette séquence, mais sans stocker tous les événements élémentaires. Du coup. Ensuite, donc, on va pouvoir modifier, ajouter d'autres événements. Exemple, plutôt que de taper un texte prédéfini, on peut utiliser juste un événement keyboard input, soit avec une chaîne prédéfinie ou avec une fonction qui donne du texte, et ça générera automatiquement le texte lors de l'exécution. Ensuite, lorsqu'on passe à l'étape de playback, on va d'abord commencer par développer ces événements abstraits. Il faut qu'on puisse les générer, donc on ne peut pas générer des événements abstraits, donc on recrée les événements élémentaires. On va appliquer ensuite des transformations à l'exécution. Ces transformations, ce sont en fait souvent des transformations aléatoires. Exemple, là, dilatation temporelle, bruit temporel pour les appuyer au clavier, parce que si on appuie avec exactement avec la même fréquence sur les touches, ça aussi, ça peut être suspect pour un malware. Une autre chose, par exemple, ça peut être les mouvements de souris. Même si on fait des mouvements infinitésimaux, si on les fait en ligne droite, parfaite, ça aussi, ça peut être un flag d'un environnement contrôlé. Donc, à la place, on utilise des courbes de Bézier aléatoires pour créer des mouvements plus réalistes, mais aléatoires. Et donc, une fois qu'on a fini ce logiciel, il était très utile, il n'y a rien d'autre qui existait, donc on a écrit un article qui a été accepté à Grec. Donc, après avoir mis en place l'image sur MOM, j'ai mis en place pas mal d'expériences. J'ai donné un peu de feedback sur ceux qui gèrent MOM. Quelques features ont été ajoutées, par exemple pouvoir contrôler l'expérience, enfin dire à MOM en fait que l'expérience a échoué et devoir la lancer, ce genre de trucs. Ensuite, après l'état de l'art donc de tous les logiciels de monitoring qui existent, on a choisi DRS-Stress parce qu'on avait parce que la plupart des logiciels qu'on a pu trouver étaient souvent abandonnés, soit incomplets. Mais on a quand même eu quelques problèmes, notamment il y a beaucoup d'incompatibilités matérielles déjà sur les versions de DRS-Stress et même d'une version à l'autre, il sera capable de traquer certains logiciels et pas d'autres. Donc on a dû trouver une version optimale qui arrive à traquer le plus possible. Et donc enfin voilà, on a fait l'état de l'art de tous les outils de fuzzing graphique qui existaient, pas grand chose. Donc on a développé GUI Mimic et on a écrit un article qui a été accepté sur ça. Donc maintenant je vais vous parler du modèle de classifieur que l'on a créé. Alors l'idée de ce modèle, donc pour rappeler tout le système complet, on part de nos samples des exécutables
on veut déterminer si ce sont des malwares. Alors, dans notre cas, non, on sait que ce sont des malwares. On les lance dans notre système d'instrumentation qui nous donne une séquence d'appels système brute avec toute plein d'informations, certaines dont on ne veut pas. Après le passage par un encodeur, on obtient une séquence qui est compatible avec le modèle d'IA qu'on va utiliser, des réseaux de neurones. Et donc, on a construit un détecteur qui nous donne les probabilités d'appartenir à ces 8 familles de malware. Par exemple, les droppers, qui sont des malwares qui vont, en fait, lorsqu'ils s'activent, télécharger d'autres malwares et les installer sur leur machine hôte. Cheval de Troie, qui se fait passer pour un logiciel, pour un truc bénin. Ou encore les virus, donc qui répliquent leur code sur d'autres machines, sur d'autres logiciels, lorsqu'ils s'exécutent. Ils infectent d'autres logiciels. Donc vite fait, je vous parle quand même de l'encodage des entrées. Donc en entrée, on a des séquences, mais qui correspondent à des séquences de texte, qui sont en fait le nom des appels système qu'on utilise. Ce n'est pas quelque chose de très compatible avec les réseaux de neurones, du texte comme ça, des entrées discrètes de ce genre-là. Donc à la place, qu'on utilise, ce qui marche bien en fait, c'est simplement par exemple des 0 et des 1 qui correspondent à des niveaux d'activation. Pour des neurones, c'est pratique. Donc ce qu'on fait, c'est que on crée un alphabet de tous les appels système que l'on a vus. Et à partir de ça, on va encoder chaque appel système avec un vecteur de 0 et de 1. Ce ne sont pas des bits, ce sont des nombres réels, c'est juste que ce 0 et 1, ça va très bien. De longueur, la taille de l'alphabet, et avec un emplacement différent à chaque fois. Ainsi, le réseau de neurones arrivera tout seul à faire les liens qu'il faut pour identifier chaque type d'appel système. Donc du coup, l'architecture qu'on en a fait pour notre classifieur. Donc, on n'utilise pas une séquence entière, parce qu'encore une fois, ça a une longueur variable, et les réseaux de neurones, c'est pas forcément simple de faire un système avec une entrée de longueur quelconque. Donc, ça peut se faire, mais dans un premier temps, nous n'avons pas fait ça. Dans un premier temps, nous avons fait un système avec des fenêtres, c'est-à-dire que on prend tous les 100 appels système consécutifs dans la séquence, et on juge chacune de ces fenêtres indépendamment. Donc, on a notre séquence de départ. Après l'encodage, on obtient une fenêtre de 100, et à partir de ça, on obtient une probabilité pour que cette fenêtre, et seulement cette fenêtre, appartienne à telle famille de malware. Pour notre modèle, nous avons utilisé un réseau LSTM, c'est un réseau de neurones à mémoire. L'idée étant de conserver que le réseau doit apprendre un lien entre tous les 100 appels système consécutifs, dans l'espoir que, vu que c'est également c'est pas dans les appels système eux-mêmes, mais dans leur enchaînement qu'il y a l'information de ce qui se passe. Et ensuite, on passe juste en couche dense et d'activation en taille qui réduit jusqu'à atteindre le nombre de probabilités qui nous intéresse. Donc c'est important de se rappeler que ce ne sont que des fenêtres et que, mine de rien, si une telle séquence est classée par exemple comme cheval de Troie, le cheval de Troie c'est peut-être pas toute la séquence. Donc il y a certainement des fenêtres qui ne contiennent pas d'informations valides. Mais nous ne pouvons pas trop savoir lesquelles. Donc dans un premier temps, nous les classifions toutes comme cheval de Troie et on regarde les résultats que ça donne. Donc justement, les résultats. Donc là, je vous donne la matrice de confusion de la phase de test. Donc il est important de noter que c'est en nombre de fenêtres, pas de séquences. Première chose que l'on doit observer, en machine learning, un truc très important qui peut arriver, on regarde la précision en phase d'entraînement et en phase de test. Ce sont les mêmes, ce qui nous prouve que notre modèle n'a pas appris par cœur les données du set d'entraînement. Il pourrait très bien faire ça. Dans ce cas, on aurait en fait une précision de test bien plus basse. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que notre modèle d'IA a bien appris de vraies features sur le contenu de ces fenêtres. Des choses qui sont caractéristiques de chaque famille de malware. Donc, pour un modèle qui fonctionne donc avec les fenêtres, je rappelle le problème qui est assez, on le voit bien, les fenêtres qui peuvent ne pas contenir de payload et du coup qui sont quand même classées comme telle famille, 83% de précision, c'est quand même pas mal. On obtient une très bonne précision. Pour voir un peu plus de détails, il y a deux métriques de mesure qui nous permettent de voir un peu mieux comment ça se passe au niveau de chaque classe. Alors en français, je ne sais pas comment, je sais pas comment traduire, mais la precision, c'est en gros à quel point on peut croire le modèle lorsqu'il nous dit que une telle fenêtre appartient à une telle classe. À une telle classe. Donc, si la precision par exemple sur les backdoors, ça correspond
à quel point on peut le croire s'il nous dit que cette fenêtre est une backdoor, vient d'une backdoor. Du recall, dans l'autre sens, c'est à quel point il classifie bien les backdoors. C'est-à-dire, s'il nous dit que ce truc c'est n'importe quelle classe alors que ça vient d'une backdoor, on peut le croire avec une telle recall. Donc, par exemple, deux données intéressantes, c'est pour les droppers, déjà. Aussi bien la précision que le recall sont très élevés. Ce que ça nous apprend, c'est donc que notre modèle a appris des choses extrêmement caractéristiques sur ces fenêtres. Apparemment, la quasi-totalité des fenêtres des droppers contenaient des séquences, des enchaînements d'appels qui sont uniques aux droppers. Donc, on a intérêt à étudier, par exemple, ces fenêtres. D'un autre côté, par exemple, les virus, c'est l'opposé. On sait que notre détecteur a certes appris quelques features, mais il a tendance à se tromper. Exemple, si on regarde le recall de 76%, si on regarde donc la ligne des virus, on remarque qu'il les confond souvent avec des trojans, avec des chevaux de Troie. Donc peut-être qu'il y a des features qui sont très proches entre les deux et qu'ils n'arrivent pas parfaitement à différencier. C'est ce que ça nous dit. Mais bon, c'est quand même un assez bon résultat justement pour ce modèle en fenêtre. En effet, on est d'accord, il y a beaucoup de problèmes sur le modèle en fenêtre. Donc du coup, déjà, c'était génial de travailler dans cette équipe. C'est aussi très génial de travailler avec une équipe avec qui on se fixe notre propre objectif ensemble. Ça change beaucoup. Du coup, c'était très intéressant de développer déjà ce logiciel, qui est plutôt utile. Voilà. C'était très instructif aussi de se lancer dans l'étude de ces systèmes de monitoring assez complexes. Et je me rends bien compte que c'est bien compliqué. DRS-Stress, par exemple, c'est un open source avec des milliers de contributeurs. Et ensuite, c'était très intéressant de reprendre un petit peu ce que c'est que la démarche scientifique, de faire des expériences, analyser des données, tout ça. Et donc, je démarre ma thèse le 1er octobre. Donc, dans un premier temps, là, on a quelques projets là sur le court terme. Notamment, nous avons mis en place le système d'instrumentation et sur MOM, pour l'instant, ce que nous avons fait tourner, ce sont des goodware. Donc des échantillons de logiciels bénins dans le but en fait, de connecter, faire une étude de corrélation, voir qu'est-ce que c'est qu'un goodware. On essaie d'obtenir dans la structure des séquences d'appel système, identifier des patterns qui sont communs au goodware. En fait, on va comparer ces séquences qu'on a obtenues aux séquences de malware que l'on a, et juste avec une étude statistique, on peut espérer trouver déjà des corrélations. Dans un second temps, on va ensuite construire un auto-encodeur. Donc ça, c'est un réseau de neurones qui prend des séquences en entrée de longueur variable. Donc l'intérêt, c'est qu'on a plus de problèmes de fenêtres. Et on va faire plusieurs choses. Déjà, on va essayer de l'encoder, de l'entraîner avec à la fois des goodware et des malware. Et on peut aussi essayer de l'entraîner qu'avec des goodware. L'idée, c'est que un auto-encodeur, en fait, ça prend une séquence, ça vous la transforme en un vecteur de taille fixe, peu importe la longueur de la séquence, et ensuite ça vous reconstruit cette même séquence. L'intérêt, c'est qu'il va donc apprendre à comment faire entrer toute cette information quelconque dans un vecteur de taille fixe, et ensuite on peut utiliser ce vecteur pour juger la séquence complète. Et donc, ce qu'on espère obtenir, c'est un détecteur d'anomalies, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre que à encoder des goodware, et si on lui donne un malware, il ne saura pas l'encoder parfaitement et on obtiendra une erreur de reconstruction. Donc ça, c'est notre premier test, mais on voudrait aussi essayer de faire simplement un encodeur, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de reconstruire, mais directement d'apprendre à juger à partir de ce qui se trouve à l'état final, à l'état encodé. Donc on va faire ça dans les prochains mois. Et enfin, comme notre article a été validé, on va devoir se repencher sur GUI Mimic et ajouter une interface utilisateur, parce que c'est quand même bien de ne pas fonctionner en ligne de commande Python. Et quelques fonctionnalités mineures de personnalisation. Et enfin, on voudrait peut-être ajouter des scénarios conditionnels, c'est-à-dire selon, par exemple, ce qu'on trouve à l'écran, des conditions fixées par l'utilisateur, pouvoir choisir d'autres scénarios. Et ensuite, du coup, sur le long terme, l'objectif de la thèse, c'est en gros de construire des détecteurs et des classifieurs un peu plus efficaces, assistés encore par du deep learning. Pour ça, tous les modèles d'IA fonctionnent mieux lorsque la nature des données qu'ils sont entraînés à apprendre est plus sémantique, que le sens est plus clair, que même pour nous, on aurait plus de facilité à analyser. Cependant, les séquences d'appel système que l'on extrait de nos exécutions dynamiques, ça contient toute l'information sur ce qui s'est passé.
techniquement, on n'a pas besoin de plus. Cependant, il y a des techniques d'offuscation dynamique, comme par exemple s'exécuter après un certain temps, diluer les appels système, ça se fait aussi, que l'appel load soit dilué sur tout le long de l'exécution d'un goodware. Il y a plein de techniques d'évasion, et donc, même si toute l'information est présente dans la séquence, elle peut être cachée. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à faire l'état de l'art de tout ce qui se fait à partir de l'exécution dynamique, et également sur ce qu'on appelle les graphes hétérogènes, les graphes d'information hétérogènes. Ce sont des graphes avec des nodes qui ont des types différents. Ça se fait par exemple sur les études académiques. Par exemple, on fait des graphes avec un tel auteur a publié tel article, a publié dans telle conférence. Voilà, ce sont des graphes avec des objets de types différents. Et donc ça marche plutôt bien. On a vu plusieurs articles qui utilisaient ça, mais pour l'analyse statique. C'est-à-dire qu'il y ait par exemple une application avec tels appels système, avec tel groupe d'appels système, ou tels appels système qui sont utilisés ensemble. Ce genre de graphe, du coup, peut être utilisé pour obtenir des informations plus sémantiques, plus interprétables sur ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est plutôt en analyse dynamique, on compte faire un graphe de ressources. L'idée, c'est que on va, de la séquence d'appel système, extraire tout ce qui s'est passé, et notamment tous les objets qui sont apparus lors de l'exécution, dans plusieurs buts. Par exemple, ici, voilà, on suit un logiciel qui s'est exécuté, qui crée un thread, enfin, il fait cette action. Et donc, ouais, voilà, l'intérêt de ce modèle, donc en plus, voilà, de faire apparaître le plus d'informations possible qui auraient pu être perdues dans le simple aspect, dans la simple structure d'une séquence. On a déjà l'interprétabilité. En effet, ce modèle, ce serait très utile juste pour des experts. Donc, si on arrive en plus à faire dire à l'IA quelles zones sont un petit peu suspectes, un expert pourrait clairement le confirmer avec un tel schéma. Et aussi, on espère faire de la transférabilité, du transfer learning. C'est-à-dire que on va entraîner un modèle à reconnaître un certain type de malware, par exemple des virus, ou mauvais exemple, non, un certain type de malware, par exemple un nouveau type de malware, qui apparaît sur Windows. Mais comme notre représentation n'est pas caractéristique d'un système d'exploitation particulier, on pourrait utiliser le même modèle sur un autre système qui ne connaît pas encore ce virus, ce type de malware. Et donc on espère pouvoir faire transférer en fait ce qu'on a appris d'une plateforme à une autre, comme ça. Et donc voilà, là on a commencé l'état de l'art sur justement tous ces trucs, tous ces systèmes de graphes hétérogènes, comment utiliser des réseaux de neurones aussi avec ça quand même. Et voilà, on commence dans pas longtemps. Merci.